J'étais un mauvais garçon, et non, je ne parle pas de la délinquance adolescente typique, comme essayer des cigarettes, avoir des retenues à l'école ou avoir de mauvaises notes. Je parle de vraiment mauvais. À 17 ans, je volais déjà dans des magasins, je volais des voitures, et j'étais arrêté par la police pour toutes sortes de choses. Ce n'est pas que je faisais du mal directement à quelqu'un, mais j'étais un vrai casse-tête pour ma mère et mon père. Ensuite, après que mon père et moi avons failli en venir aux mains, il m'a mis à la porte de la maison. Je sais que je le méritais, et je sais qu'il pensait que j'irais simplement chez des amis pour quelques jours, car c'est exactement ce que j'ai fait. Mais, étant comme je suis, j'ai rapidement épuisé mon accueil chez mes amis et je n'avais plus d'endroit où rester. Et, encore une fois, étant comme je suis, j'étais trop fier pour simplement rentrer à la maison et m'excuser. Comme c'était l'été, j'ai pensé que ce serait une bonne idée d'aller au parc et de trouver un endroit pour dormir. À l'époque, je vivais en ville, donc il y avait déjà beaucoup de sans-abri qui dormaient là. Et dès que je me suis rendu compte que j'étais vraiment coincé là pour la nuit, j'ai commencé à comprendre que ce truc d'être sans-abri n'était plus un jeu. Il se faisait très tard. Je suis arrivé au parc vers 11 heures du soir, et cela s'est passé vers 1 heure du matin. L'un des sans-abri s'est approché de moi juste au moment où je commençais à m'installer sur un banc et à commencer à me parler. Il m'a demandé ce que je faisais, et étant naïf, je lui ai dit que j'étais sans abri. Il a immédiatement répondu en disant « Non, tu ne l'es pas ». Et il a pratiquement deviné toute l'histoire de ma dispute avec ma mère et mon père. Je ne voulais pas admettre qu'il avait totalement raison, alors je suis resté silencieux. Mais je me souviens qu'il a dit quelque chose comme « Vraiment, gamin, si tu as une famille, tu devrais aller les voir, parce que je te promets que tu n'es pas prêt pour cette vie. » Mon orgueil m'a maintenu là pendant 3 nuits entières, et chaque fois que je m'installais sur ce banc, le même vieux sans-abri venait et disait « Rentre chez toi, gamin, cette vie n'est pas pour toi. » Avec le recul, il avait totalement raison, mais à ce moment-là, il était juste une autre personne à qui je voulais prouver qu'elle avait tort. Ma dernière nuit dans la rue a aussi été la première où j'ai essayé de m'approcher des autres sans-abri qui dormaient dans le parc, partiellement par ennui et partiellement par faim. Je n'avais plus d'argent, plus de nourriture, et je me suis dit que si je traînais avec les autres, je pourrais peut-être obtenir un peu de nourriture ou quelque chose. J'ai demandé autour de moi, mais personne n'avait de nourriture en trop, jusqu'à ce que je demande à un type, et il m'a dit de m'en aller. Mais j'ai remarqué qu'il avait une barre de Snickers qui dépassait de son manteau. Mon estomac grondant a pratiquement court-circuité mon cerveau, et avec toute la dextérité d'un pickpocket victorien, j'ai pris la barre de son manteau, et je suis parti. Ce n'est pas mon moment le plus glorieux, voler de la nourriture à un sans-abri alors que j'aurais pu ravaler ma fierté et simplement rentrer chez moi, mais c'est ce que c'est. Je suis allé me cacher quelque part pour dévorer toute la barre de Snickers, puis je suis retourné là où se trouvèrent les autres pour traîner encore un peu. Peut-être 2 ou 3 heures plus tard, je continuais à essayer de me rapprocher des sans-abri, mais j'étais aussi assez nerveux près d'eux, pour des raisons évidentes. Je pensais que le type à qui j'avais volé était trop saoul pour même se rendre compte que je l'avais fait, mais oh, comme je me trompais. Comme je l'ai dit, quelques heures après avoir volé la barre, j'ai remarqué que le type a commencé à tâter la poche de son manteau, réalisant évidemment que la barre de chocolat n'y était plus. J'ai essayé de rester discret, mais j'ai aussi gardé un œil sur lui, parce que si jamais il se rendait compte que c'était moi qui avais volé, je voulais avoir assez d'avertissement pour pouvoir m'enfuir. Le type tâte sa poche et quand il s'arrête, je peux voir les rouages tourner dans son cerveau imbibé d'alcool en pensant « je suis sûr que j'avais une barre de chocolat là. » Mais ensuite, quelques secondes plus tard, il reprend une gorgée de sa bouteille de bière comme s'il avait tout oublié. Sauf qu'il n'avait rien oublié. Et le plus choquant dans ce qui s'est passé ensuite, c'est comment il est passé de 0 à 100 en quelques secondes. Souvenez-vous de cette bouteille de 40 onces. Il en prend une gorgée, puis une autre, et enfin une troisième, beaucoup plus longue, presque comme s'il essayait de finir tout le contenu de la bouteille d'un seul coup. Ce qui, en fin de compte, était exactement ce qu'il faisait. Car ce qui était autrefois un simple récipient pour boire est rapidement devenu une arme lorsqu'il s'est tourné vers le type à sa droite et lui a écrasé la bouteille en verre en plein visage. Le gars s'est effondré immédiatement, se couvrant le visage avec ses mains, d'où sortaient des cris étouffés et déchirants. Le type à qui j'avais volé a commencé à le frapper sans pitié, en criant « Vole-moi, fils de pute !» Parmi tous les sans-abri présents, un seul a tenté d'arrêter la bagarre, et encore, ce n'était qu'un faible, laissez-le, qui a été totalement ignoré.
Je me souviens m'être tourné vers le vieil homme qui avait été gentil avec moi, celui qui me disait de rentrer chez moi, et j'ai feint l'ignorance en lui demandant ce qui se passait. L'homme m'a dit que le gars qui se faisait frapper volait toujours des choses, donc si quelque chose disparaissait dans le parc, c'était probablement de sa faute. Personne ne s'en souciait. Personne ne se souciait que ce gars se fasse massacrer, et tout était de ma faute. Et quand je dis massacrer, je veux dire littéralement. Je pouvais entendre les os de son visage craquer sous les coups de pied du gars qui le frappait. Je savais que j'aurais dû dire quelque chose. Je sais que j'aurais dû avouer. Mais croyez-moi quand je vous dis que je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie, ni avant, ni après. Tout ce à quoi je pouvais penser était « si je dis la vérité, ce sera mon visage qui sera écrasé. » Et ce serait probablement 100 fois pire, car eh bien, j'ai causé tout ça. Je me suis tourné vers l'homme gentil et je lui ai dit « et s'il n'avait rien volé, et si c'était quelqu'un d'autre ?» Le type m'a regardé avec de grands yeux, s'est penché vers moi et m'a dit « ne dis pas un mot, gamin, pars juste, pars et ne reviens jamais. » En m'éloignant, je pouvais encore entendre le bruit de la raclée que ce type recevait. Et bien que je n'ai jamais su ce qui lui est arrivé, je ne peux pas imaginer que quelqu'un ait pu survivre à des blessures à la tête aussi graves. Cette nuit-là, vers 2 heures du matin, je suis retourné chez mes parents, et j'ai frappé à la porte jusqu'à ce que mon père se réveille et m'ouvre. J'ai lâché une longue excuse sur à quel point j'avais été stupide, et à quel point je n'avais pas apprécié ce que j'avais. Je suis heureux de dire que cela a été le premier pas vers le fait de devenir une personne décente, car presque tout ce que j'avais fait avant cela n'avait pas vraiment de conséquences, ou, s'il y en avait, elles ne me dérangeaient pas beaucoup. Mais cette nuit-là, quand j'ai volé la barre de chocolat, j'ai vraiment vu à quel point les répercussions pouvaient être graves, et honnêtement, je n'avais aucune idée qu'elles pouvaient être aussi terribles. Tout ça pour avoir volé une barre de chocolat. Je ressens un mélange de honte et d'horreur en y repensant. Mon orgueil et ma cupidité m'ont poussé à faire quelque chose de honteux et ma lâcheté aurait pu coûter la vie à un homme relativement innocent. J'aurais aimé que cela n'arrive jamais, mais en même temps, si cela n'était pas arrivé, qui sait, peut-être que je traînerais encore dans ce parc aujourd'hui, si tant est que je sois encore en vie. J'ai eu une enfance vraiment difficile. Je ne vais pas t'ennuyer avec les détails, mais mes parents n'étaient pas là. J'ai été dans des foyers d'accueil abusifs, et quand j'avais 16 ans, j'ai passé plusieurs mois à dormir dans la rue. Beaucoup de choses horribles me sont arrivées, beaucoup, et parfois je me sens comme si je pourrais écrire un livre sur tout ce que j'ai eu à endurer pendant mon adolescence. Mais il y a une chose qui, sans aucun doute, est la plus effrayante de toutes. Le pire, c'est que le type m'a attrapé quand j'avais extrêmement faim, sinon j'aurais peut-être eu le bon sens de réaliser ce qui se passait. Comme je l'ai dit, je traînais là, essayant de rassembler quelques dollars pour obtenir un peu de nourriture. J'étais sur un passage piéton avec un panneau qui disait « 16 ans, sans abri et affamé ». Et chaque fois que le feu de signalisation devenait rouge, je sortais et montrais mon panneau en espérant qu'on me donne quelques pièces. Parfois ça fonctionnait, parfois non, et ce soir-là en particulier, les gens ne semblaient pas très généreux. Enfin, pas jusqu'à ce qu'un homme s'arrête, sorte de sa voiture et me dise « Oh mon Dieu, chérie, ça va ?» Il avait l'air tellement aimable, et je me sentais tellement faible que ce geste soudain d'apparente gentillesse était presque trop pour moi. J'essayais de retenir mes larmes en lui racontant combien j'avais faim, et quand il m'a demandé s'il pouvait m'emmener manger avant de m'aider à trouver un endroit où rester, la seule chose à laquelle je pouvais penser était la nourriture. Je sais que je n'aurais pas dû le faire, je sais que je n'aurais pas dû monter dans la voiture de ce type, mais j'étais jeune, naïve. Je pensais que si quelque chose arrivait, je pourrais simplement courir ou demander de l'aide. Je m'imaginais même en train de rouler hors de la voiture si jamais il essayait de m'emmener dans un endroit isolé, tu sais, comme dans les films. Alors, bien que ça puisse sembler idiot de le dire maintenant, à ce moment-là, je me sentais plutôt en sécurité. Mais si je suis honnête avec moi-même, tout ce à quoi je pensais, c'était à l'idée d'un hamburger ou quelque chose de similaire. Je salivais presque rien qu'en y pensant. Quand il m'a demandé ce que j'avais en tête, je crois que je lui ai dit Wendy's ou quelque chose comme ça, parce que je me souviens que nous avons passé devant un et je lui ai montré. Mais il m'a complètement ignoré. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que quelque chose clochait. J'ai commencé à lui demander pourquoi il ne s'était pas arrêté au Wendy's, et c'est alors que cette personne, qui avait été si gentille jusqu'à présent,
est devenu un monstre à mes yeux. Ferme-la, c'est tout ce qu'il a dit. Il n'a même pas détourné les yeux de la route en le disant. Mais bon, j'avais mon plan de secours et je n'avais même pas besoin de sauter de la voiture à grande vitesse. Nous étions encore en ville, avec des feux de circulation tous les quelques rues, alors j'ai simplement fermé ma bouche, attendu que nous nous arrêtions à un feu, déverrouillé la porte du passager et tiré sur la poignée. Rien. J'ai tiré encore. Toujours rien. J'ai essayé une troisième fois, et c'est alors que j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Ça se sentait bizarre, comme vide, presque comme si ce n'était connecté à rien, et je suppose que c'était parce que ce n'était pas le cas. Je me souviens encore de ce horrible sentiment d'effondrement que j'ai ressenti à ce moment-là, en réalisant que c'était un piège, qu'il n'y avait aucun moyen de sortir. Quand j'ai commencé à crier et à frapper la vitre de la voiture, il a simplement monté le volume de la radio et a grillé un feu rouge pour que personne ne puisse s'en rendre compte. Et je ne sais même pas trop ce qui m'est venu à ce moment-là, mais au milieu de la panique, je me suis penché en arrière sur le siège et j'ai commencé à frapper le pare-brise avec mes pieds nus. J'ai donné des coups de pied jusqu'à ce que le verre commence à se fissurer et le type qui essayait de me kidnapper ne pouvait pas faire grand-chose à ce sujet car il devait garder les yeux sur la route. Oui, il m'a donné quelques coups et bien sûr ça faisait mal, mais j'avais encore suffisamment de liberté pour infliger des dommages considérables au pare-brise de sa voiture. Alors c'était son tour de me crier dessus, me disant que j'étais morte, que je le supplierais pour qu'il me tue avant que ça ne se termine. C'était effrayant, oui, mais je savais que je l'avais désorienté. Alors j'ai continué à crier, oui, et que tu ailles te faire foutre aussi. Tout à coup, des lumières bleues et rouges et le son d'une sirène de police. Tu aurais dû voir la tête du type. On aurait dit qu'il avait vu un fantôme, comme si la couleur s'était totalement évaporée de son visage en regardant dans le rétroviseur. Je ne pensais pas être en sécurité encore. Je pensais que j'allais devoir affronter une poursuite policière ou quelque chose comme ça. Et même alors, le type pourrait sortir une arme et nous tuer tous les deux. Mais non. Il s'arrête dans ce qui s'avère être une voiture volée, saute de la voiture et s'enfuit aussi vite que ses jambes pouvaient le lui permettre. À ce jour, je n'ai jamais été aussi heureuse de voir la police. Aujourd'hui, j'ai ma vie en ordre et j'ai appris à redouter de voir ces mêmes lumières bleues et rouges dans le rétroviseur. Elles signifient généralement une amende pour excès de vitesse ou un stage de sécurité routière. D'accord, je comprends. Je ne suis pas la meilleure conductrice, mais parfois, juste parfois, je me souviens de la sensation que j'ai eue quand les policiers m'ont tiré de cette voiture. Un soulagement total, absolu, gratifiant. Leur intervention m'a aidé à retourner dans le système de placement familial. Et pour la première fois, je me suis réellement senti chez moi avec la famille qui m'a été assignée. Et le meilleur de cette nuit-là, c'est que j'ai finalement eu mon Wendy's. Tout ça grâce aux policiers qui m'ont sauvé. Alors merci les gars, je vous dois littéralement tout. Je ne trouve même pas les mots pour décrire la sensation de peur que j'éprouvais chaque fois que je regardais en haut et voyais tomber ces petits flocons blancs. On voyait les enfants et d'autres personnes s'exciter, surtout pendant les fêtes, mais pour les gens qui vivaient dans les rues, la neige signifiait une seule chose, la mort. Je vais partager une seule histoire avec toi parce que trop d'entre elles me rendent mal. J'avais l'habitude de ramasser beaucoup de ferraille pour gagner un peu d'argent au centre de recyclage et souvent je m'arrêtais à un endroit où je savais que Pedro se trouvait. Ce type, Pedro, était un peu plus âgé que moi, et c'était l'un de ces rares hommes sans abri que tu rencontres et qui n'est pas un complet imbécile d'une manière ou d'une autre. La plupart du temps, le problème des gens est l'alcool ou les drogues. Parfois, c'est une maladie mentale. Mais Pedro était la personne la plus normale et équilibrée que j'avais rencontrée dans les rues. Il ne m'a jamais raconté son histoire, et je suis sûr qu'elle était tragique. Mais Pedro était un bon type, vraiment un bon type. Donc, cette année-là, qui était ma deuxième année sans abri, il a neigé énormément pendant l'hiver. L'année précédente avait été froide, mais tout ce que nous avions eu était de la neige fondue, et même si ça pue, l'humidité a tendance à maintenir les températures légèrement au-dessus du seuil mortel. Mais pendant ma deuxième année, nous avons eu cette neige sèche, et les températures ont chuté à environ -6, peut-être -4 degrés. Je suis passé par la petite section du passage de Pedro, et il n'était pas là. Son petit abri était vide, alors j'ai commencé à m'inquiéter. Quelques jours sont passés, le temps se détériorait, mais j'avais un endroit dans un bâtiment abandonné, avec un tas de boîtes de sterno, et j'ai pensé que, puisque Pedro avait vraiment les choses en ordre, peut-être qu'il avait fait de même. Alors un jour, je suis revenu par mon ancien chemin de ferraille, et je devais passer par l'endroit de Pedro.
À mon grand soulagement, je vois un tas de sacs de couchage et de cartons étendus, ce qui indiquait qu'il était chez lui. Je me suis approché, m'excusant de le réveiller, mais content de le voir. Et je lui ai dit quelque chose comme « Hé Pedro, quel temps terrible mon ami, comment vont les Yankees ?» Pedro était fan des Mets, alors chaque fois que je lui faisais cette salutation, même s'il dormait, il se levait de son sac de couchage et me criait « Que les Yankees aillent se faire foutre !» Mais cette fois, Pedro ne bougeait pas. C'était comme une scène de film ou quelque chose comme ça. Je continuais à dire « Pedro, tu es là mon ami ?» marchant directement vers l'inévitable. Je me suis penché vers lui et j'ai levé la partie du sac de couchage qui couvrait sa tête, et il était bleu. Je n'ai pas pleuré, du moins pas immédiatement. C'était le premier corps que j'avais trouvé, alors je me souviens m'être reculé, horrifié, voulant m'éloigner de lui. J'ai marché quelques rues, la tête tournant, et quand j'ai finalement réussi à me ressaisir un peu, j'ai pu composer le 911 et leur dire où ils pouvaient trouver le corps. Pedro n'était plus là ce soir-là. Heureusement, je ne suis plus sans abri, et je n'aime pas parler beaucoup de mon temps dans les rues, surtout avec des personnes qui ne me connaissent pas de cette vie. Mais parmi toutes les personnes qui sont mortes, celles que tu te rappelles vraiment sont celles qui semblaient pouvoir sortir des rues à tout moment. Ce sont celles qui sont à un coup de téléphone d'un cousin ou à un entretien d'embauche de la liberté, et ensuite quelque chose d'aussi insignifiant que la météo les arrache à toi. Ce n'étaient pas les drogues ni l'alcool qui ont tué Pedro. Non, il a été assassiné, et la société a le sang sur les mains. Au début de 2020, je traversais une mauvaise passe financière. J'étais en retard pour le loyer, mes heures de travail avaient été réduites et presque tout mon argent partait en factures vétérinaires pour mon chat qui, heureusement, s'est complètement remis de son opération. Mais ensuite, boum, la pandémie a frappé et c'était dévastateur. Je vis ici en Californie où les restrictions ont été particulièrement strictes et à l'été de 2020, elles étaient à leur paroxysme. J'ai perdu mon travail et bien que j'ai demandé des allocations chômage, quand il s'agissait de mon appartement, j'ai décidé qu'il serait préférable de trouver une solution de logement alternative pour un certain temps. Et ainsi, mesdames et messieurs, c'est comme j'ai commencé à vivre dans ma voiture. C'était aussi terrible que tu peux l'imaginer. Et en conséquence, je n'ai tenu que 10 jours avant de jeter l'éponge et de retourner vivre chez mes parents près de Eugène. Mais pendant ces 10 jours, des choses vraiment étranges m'ont arrivé et probablement la plus inattendue et donc la plus effrayante s'est produite dans un endroit où je m'y attendais le moins. Pour clarifier, je suis une jeune femme dans la vingtaine, pas très grande, pas très forte. Après avoir cherché un endroit relativement sûr pour me garer chaque nuit, j'ai fini par trouver une impasse tranquille qui semblait suffisamment sûre pour dormir. Le meilleur, c'était que la plupart étaient des bureaux, alors je pouvais occuper les espaces vides la nuit et partir avant que quelqu'un n'arrive pour se plaindre. Le seul endroit actif était un McDonald's qui était ouvert toute la nuit, et je pensais toujours que c'était un bon endroit pour me garer à proximité, car cela signifiait de la nourriture, du café et une salle de bain où je pouvais me laver. Alors une nuit, avant de m'endormir, j'ai donné à Oscar, mon chat, et j'ai vérifié les environs pour m'assurer que tout était dégagé. La seule personne à proximité était un homme assis aux tables extérieures du McDonald's, mais il ne me regardait pas, ni ne faisait quoi que ce soit de remotement bizarre, alors j'ai pensé que c'était sûr de dormir. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que je me réveille au son des miaulements d'Oscar. Je pensais que c'était peut-être un autre chat dehors, alors je lui ai dit de se taire, mais il ne l'a pas fait. Oscar continuait de miauler et a ensuite commencé à grogner contre quelque chose. Au moment où j'ai ouvert les yeux, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Je me garais toujours au même endroit chaque nuit, dormais dans la même position chaque nuit, et la position dans laquelle je dormais signifiait qu'il y avait toujours un rayonnement ennuyeux de lumière qui entrait par la fenêtre, venant du McDonald's de l'autre côté de la rue. Alors, quand j'ai ouvert les yeux et que je n'ai pas été à moitié ébloui par la lumière, j'ai su que quelque chose était très proche de ma voiture. Et quand j'ai regardé, je te jure, un véritable frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Il y avait un type, et je ne sais pas si c'était le même que celui qui était en train de manger quand je me suis endormi, pressé juste contre la vitre, les mains autour des yeux comme s'ils étaient des jumelles pour voir à l'intérieur de la voiture sombre, et il me regardait directement. Il n'avait pas l'air particulièrement terrifiant, je pense qu'il portait juste une veste coupe-vent sombre et avait les cheveux courts, bien coupés. Il avait l'air si normal, mais ce n'était pas tant son apparence que la façon dont il me regardait.
Ses yeux étaient grands ouverts et un léger sourire était sur ses lèvres, presque comme s'il pensait à toutes les possibilités d'avoir trouvé une fille vulnérable endormie. Le fait qu'Oscar était prêt à lui griffer le visage ne semblait pas le préoccuper. Il était complètement fixé sur une seule chose et une seule, moi. Je jure devant Dieu que personne ne m'a jamais fait sentir comme ça. Ni avant cette nuit, ni après. C'était comme s'il ne me voyait pas comme une personne, plutôt comme s'il avait trouvé un billet de 20 $ jeté par terre, quelque chose qu'il pouvait simplement prendre. Heureusement, je gardais toujours toutes les portes de la voiture verrouillées, donc il n'y avait aucun danger qu'il puisse entrer, à moins de briser une fenêtre. Mais cela ne rendait pas moins terrifiant le fait qu'il se penche, regarde autour de lui et essaie soudainement d'ouvrir une des portes de ma voiture. J'ai attrapé mon téléphone, me suis redressé et j'ai commencé à crier pour qu'il s'éloigne de ma voiture, disant que j'allais appeler la police, que je composais déjà le 911. En entendant cela, il a simplement commencé à s'éloigner de la voiture, comme si de rien n'était. J'ai vu 2 personnes s'arrêter et lui dire quelque chose en se dirigeant vers le McDonald's, mais il s'est juste haussé les épaules, a marché vers l'obscurité et a disparu. Quand la police est arrivée, il était déjà parti depuis longtemps, et il n'y avait pas vraiment de crime pour lequel je pouvais déposer une plainte. Cependant, les policiers ont été assez compréhensifs. Ils m'ont dit que j'avais bien agi, mais m'ont aussi conseillé de chercher d'autres options pour dormir. Ils n'étaient définitivement pas les policiers les plus utiles avec qui j'ai eu affaire, mais celui qui a pris mon rapport était très compréhensif et a été là pour moi, contrairement à son collègue froid, qui, je le jure, était à quelques secondes de lever les yeux au ciel. C'était le pire de vivre dans ma voiture. Les gens te traitent comme un être humain jusqu'au moment exact où tu mentionnes que tu vis dans ta voiture. Et ensuite, c'est comme une course pour découvrir ce qui ne va pas avec toi. Drogue, effondrement mental, divorce scandaleux. Il faut toujours que ce soit quelque chose de négatif aussi, comme si je ne pouvais pas simplement avoir des difficultés à cause d'une foutue pandémie mondiale. Tout le monde n'était pas comme ça, mais assez pour que cela devienne un problème. Alors, s'il vous plaît, les personnes sans abri ont besoin de beaucoup de choses, compassion, soutien financier et moral, mais ce dont elles n'ont définitivement pas besoin, c'est de votre jugement. Je vivais dans certains entrepôts abandonnés ici au Royaume-Uni, et pas du genre que vous imaginez. Il s'agissait de vieux bâtiments victoriennes qui, je pense, faisaient partie de l'industrie du coton, mais ne me citez pas là-dessus. L'essentiel est qu'ils faisaient environ 6 étages de hauteur et étaient encore en assez bon état, si vous pouvez ignorer les rats et les sections qui fuient. En tout cas, j'étais beaucoup plus jeune quand tout cela s'est passé. J'avais presque 18 ans tout juste et j'étais sur le point de quitter la rue, car ce qui s'est passé par la suite m'a poussé à bouger, à arrêter de boire et à m'inscrire sur la liste pour obtenir un logement d'urgence. Comme je l'ai dit, j'avais l'habitude de monter jusqu'au 3e ou 4e étage chaque fois que je dormais là-bas, juste pour essayer d'être le plus en sécurité possible. Il n'était pas rare que certains types désagréables traînent dans les étages inférieurs pour faire toutes sortes de choses horribles, et je préférais être le plus loin possible de ce genre de situation si je voulais dormir. Mais une nuit, je me suis réveillé au son des cris les plus horribles que j'ai entendus de ma vie. Je ne trouve pas les mots pour les décrire, c'était comme un vrai cri de mort qui m'a fait frémir dès que je l'ai entendu. J'étais tellement terrifié que je n'ai pas pu bouger au début, mais ensuite j'ai su que je devais faire quelque chose, au moins essayer de faire cesser ce bruit. Si j'étais en train de crier de cette manière, je voudrais aussi que quelqu'un vienne m'aider. Mais quand je me suis finalement levé et que je suis descendu les escaliers, les cris se sont soudainement arrêtés. Je suis descendu pour vérifier, mais il n'y avait personne. Pas une seule personne en vue. J'ai pensé que c'était peut-être juste une dispute ou quelque chose comme ça. Et Dieu m'en garde, peut-être un fantôme. Mais la vérité était bien plus terrifiante. Je suis remonté pour essayer de dormir à nouveau, pensant que tout était à nouveau sécurisé. Et quand je me suis réveillé quelques heures plus tard, prêt à aller prendre le petit déjeuner à la mission catholique de l'autre côté de la ville, j'ai pu entendre les radios de la police avant même de les voir. Ils avaient trouvé le corps d'une fille juste devant l'entrée de l'endroit où je dormais. Et comme j'avais admis avoir été dans la zone la nuit précédente, je n'avais vraiment pas moyen d'y échapper. En fait, j'ai fini par faire partie d'une enquête sur un meurtre. Ça semble sombre, mais en réalité c'était quelque chose de positif. Cela a brisé la monotonie de mes journées. Aller et venir au poste de police pour donner des déclarations, prendre mes empreintes digitales et tout ça.
Je sais que cela doit probablement sembler horrible pour beaucoup d'entre vous d'entendre que j'ai trouvé une certaine forme de joie dans la mort de cette fille. Et je comprends, c'est horrible de ma part, probablement un des moments les plus bas de ma vie. Mais c'est ce dont j'avais besoin. C'est ce qu'il me fallait pour finalement dire « Attends une minute, ça ne vaut pas la peine. » Vivre comme un fugitif ne vaut tout simplement pas le coup. J'ai vécu avec des problèmes de santé mentale pendant la majeure partie de ma vie aussi, et je ne pense pas que j'étais prêt à les affronter à ce moment-là. Mais réaliser que la mort d'une fille était devenue un événement pour moi m'a fait penser « Il faut que quelque chose change. » Je ne peux pas dire que ma vie est incroyablement bien aujourd'hui, mais je suis définitivement mieux qu'avant. La plupart des gens ne sauraient même pas que j'ai un jour été sans abri, rien qu'en me regardant. Mais bien que cette partie de ma vie semble appartenir à une autre personne, j'ai toujours les souvenirs de ces cris pour me rappeler que c'était très, très réel. En 2015, je travaillais dans un village montagneux de haute gamme au Colorado. Je pouvais à peine me permettre le loyer, même avec 2 emplois, mais comme je n'allais y rester qu'1 mois, entre juillet et août, j'ai décidé de transformer toute l'expérience en un voyage de camping prolongé. Ce qui était à 50% une excellente idée et à 50% une idée horrible. Mais, mon Dieu, quelles expériences incroyables j'ai eues! Certaines étaient impressionnantes et d'autres assez terrifiantes. Le travail que j'avais était des contrats à court terme. C'est un travail difficile et on adopte une attitude de travail dur, amuse-toi dur. Donc nous buvions tous les soirs après le travail. Même si tu n'avais pas d'argent, quelqu'un t'invitait et attendait ensuite que tu lui rendes l'appareil. De toute façon, nous nous souillions, restions au bar jusqu'à l'heure de fermeture et, quand nous étions expulsés, chacun rentrait chez soi. Il se dirigeait vers un motel infesté de cafards qu'il avait réservé, et moi, je retournais à la majestueuse liberté de ma petite tente. Ou du moins, c'était ce que je me disais. Donc, je rentrais à ma tente, profitant de quelques gyros, de la nourriture grecque au Colorado, qui l'aurait cru. Ensuite, je me suis installé dans ma tente, me suis allongé sur mon sac à dos et me suis endormi. La prochaine chose dont je me souviens, et c'était comme dans un film de monstre ou quelque chose du genre, c'est que je me suis réveillé avec le bruit de branches et de choses. Clairement, quelque chose de gros se déplaçait autour de ma tente. J'ai immédiatement pensé à un ours, et j'avais raison. D'après ses grognements, j'ai pu entendre que c'était probablement un ours noir. L'animal devait avoir senti l'odeur de mes gyros depuis, je ne sais pas, 5 kilomètres de distance et se dirigeait vers moi comme un missile à la recherche de porcs ou quelque chose comme ça. Je remercie encore Dieu qu'il ne se soit pas approché de l'avant de ma tente que, en parfait idiot, j'avais oublié de fermer. À la place, l'ours a mis son museau dans le tissu de ma tente, littéralement à quelques centimètres de mon visage. C'était l'un des moments les plus terrifiants de ma vie, me réveiller avec cet animal me reniflant littéralement. J'ai fait ce qui m'est venu à l'esprit, et cela semble incroyablement ridicule rétrospectivement, mais je lui ai donné un coup sur le museau. Je l'ai frappé aussi fort que je pouvais, et puis j'ai attendu qu'il déchire la tente et me dévore le visage. Mais ça a marché. J'ai effrayé l'ours avec un simple coup sur le museau. Je n'ai pas dormi une seule minute cette nuit-là. En fait, je pense qu'il s'est écoulé environ 20 minutes avant que je ne range toutes mes affaires, les jette dans le coffre de ma voiture et que je ne conduise jusqu'au motel d'un ami pour voir s'il y avait une chambre libre. Il n'y en avait pas, donc j'ai dormi dans le coffre sur le parking. Ensuite, j'ai convaincu mon ami de me laisser partager sa chambre le lendemain matin. Ce n'était définitivement pas l'un de mes moments les plus dignes, mais c'était mieux que de me retrouver face à cet ours noir. Il y a longtemps, quand je vivais dans la rue, il y avait un refuge local pour les sans-abri où j'allais souvent pour obtenir de la nourriture. Parfois, si tu avais de la chance et que tu arrivais à temps, tu pouvais obtenir un lit pour passer la nuit. Mais, en raison de la dangerosité du quartier où il se trouvait, si tu marchais tout le chemin jusqu'à là-bas en cherchant un lit et que tu n'en trouvais pas, tu te retrouvais essentiellement coincé dans l'un des pires quartiers de la ville jusqu'à ce que tu puisses t'échapper à pied. D'autres vagabonds pouvaient essayer de te voler. Une fois j'ai vu quelqu'un se faire poignarder juste devant moi. Et si tu essayais de dormir là-bas, il y avait une bonne chance que des ivrognes viennent te tabasser juste pour le plaisir. Mais de loin, ce que j'ai vu de pire était une nuit où je marchais pour sortir de ce quartier. J'utilisais les ruelles pour essayer de ne pas attirer l'attention, et soudain,
J'ai commencé à entendre un bruit étrange, comme des grognements. Alors, je suis revenu en arrière pour voir ce qui se passait. Au fond d'un terrain abandonné, j'ai vu un homme, tel un animal sauvage, nu de la taille vers le bas, au-dessus de ce que je supposais être une femme, la pénétrant. Toutes les quelques secondes, il s'arrêtait pour lui asséner un coup de poing. La femme était inconsciente, complètement immobile, et elle, comme les poings de l'homme, était couverte de sang. Je lui ai crié d'arrêter, et alors il s'est simplement retourné pour me regarder. J'ai vu beaucoup de choses horribles dans ma vie, mais ce regard dans ses yeux était plus que bestial. C'était comme si les lumières étaient allumées, mais qu'il n'y avait personne chez lui, tu sais. Et la façon dont la lumière orange de sécurité se reflétait dans ses yeux le rendait encore plus inhumain. J'étais terrifié. Je voulais faire quelque chose, mais tout ce que j'ai pu faire a été de courir jusqu'au téléphone public le plus proche pour appeler la police. Je sais que cela me fait passer pour un lâche, que j'aurais dû arrêter le type, parce qu'aujourd'hui, la fille pourrait être morte pour ce que je sais, mais je ne savais tout simplement pas quoi faire d'autre. Il aurait pu y avoir 2 personnes mortes si j'essayais quelque chose, et je ne pense pas comme ça aujourd'hui, mais pendant un certain temps après, j'ai pensé que peut-être il valait mieux être un héros mort que de vivre comme un lâche. Aujourd'hui, j'espère simplement que la fille, peu importe qui elle était, va bien. Certaines personnes ne trouvent jamais le moyen de sortir de la rue, mais d'autres y arrivent, et j'espère qu'elle a été l'une d'elles. Quant au type, il n'y a pas de châtiment en enfer assez bon pour lui, et j'espère qu'à la fin, il a eu ce qu'il méritait. J'ai créé ce compte temporaire parce que je ne veux pas que cela soit associé à mon compte régulier, étant donné que j'ai réussi à reconstruire ma vie il y a quelques années. Avant, comment dire, je vendais des services à des hommes via Instagram, ce qui m'a aidé à sortir de l'indigence après quelques mois. Ce n'est pas quelque chose que j'avais jamais pensé faire, mais j'étais désespéré de sortir de ma situation, et j'ai dû faire ce qu'il fallait pour y arriver. Je ne suis définitivement pas la plus mal en point, et quand j'avais les cheveux longs, j'attirais beaucoup d'hommes plus âgés. Certains étaient solitaires et d'autres un peu plus étranges. Je n'ai vraiment jamais eu de problème avec d'autres sans-abri parce que je restais dans un refuge local la nuit, même si je devais sortir pendant la journée. Je traînais autour des magasins de proximité et des parkings, où se trouvent des salles de jeu, des machines à sous, et c'est là que j'obtenais la plupart de mes clients. La plupart d'entre eux étaient tranquilles, ils obtenaient ce qu'ils voulaient et partaient, mais certains étaient fous. Un type en particulier voulait que je passe la nuit chez lui et le lendemain avec lui pour 1 000 $. J'ai décidé d'accepter. C'était beaucoup d'argent pour une nuit, alors nous sommes allés chez lui. Il se trouve que le type avait ce que je ne peux décrire que comme une salle de torture dans son garage. Il y avait une sorte de matériau noir avec des cartons d'œufs sur toutes les murs et des choses très bizarres partout. J'ai décidé que ce n'était pas une bonne idée et je lui ai dit que j'avais changé d'avis, que je n'étais pas intéressé par ce genre de choses, mais il ne me laissait pas partir. Nous avons crié pendant un moment et c'est alors qu'il m'a frappé à la clavicule. J'ai gelé pendant une seconde en pensant « Oh non !» et je lui ai rendu le coup aussi fort que possible, directement sur le visage. Ce qui a suivi a été une poursuite dans toute sa maison, jusqu'à la porte d'entrée. 2 fois, il a réussi à m'attraper. La première fois, j'ai réussi à le pousser et à l'éloigner. La deuxième fois, il a presque réussi à me monter dessus pour m'étrangler. Son sang et sa salive dégoulinèrent sur mon visage pendant qu'il me hurlait qu'il allait me tuer, que personne ne se soucierait d'une bon marché. Eh bien, tu vois l'idée. Comment ai-je réussi à sortir de là? Je ne sais pas. Je n'ai cessé de me battre tout le temps, et d'une manière ou d'une autre, j'ai fini dans la rue. La chose suivante dont je me souviens, c'est que j'ai couru et couru jusqu'à trouver un endroit sûr pour me remettre. Le pire, c'est que quand j'ai vu une voiture de police, ma première pensée a été de courir et de me cacher à nouveau, parce que je ne savais pas si ce type avait appelé pour signaler une agression ou quoi que ce soit. Mais ce fichu bonhomme avait prévu de me faire Dieu sait quoi dans son garage, et pourtant c'est moi qui devais m'inquiéter d'être arrêté. Je suis heureuse d'avoir pu laisser tout cela derrière moi maintenant, mais je mentirais si je disais que je ne pense pas constamment à ces personnes qui n'ont pas pu le faire. Je veux m'impliquer dans une organisation caritative pour les sans-abri ou dans un programme de soutien, parce qu'occasionnellement, je pense à ces choses et je me dis, cela aurait facilement pu m'arriver. Né le 20 mars 1988 à Ciudad de Mexico,
Itsukoto Ocampo était le fils aîné de 2 migrants mexicains qui s'étaient finalement installés dans la banlieue de Yorba Linda, dans le comté d'Orange, en Californie. Après avoir passé les premiers 12 ans de sa vie dans l'État, ses parents obtinrent la citoyenneté américaine pour eux-mêmes et pour leurs enfants, et Ocampo obtint son diplôme de l'école secondaire Esperanza à Anaheim durant l'été de 2006. Ses amis du lycée se souviendraient d'Ocampo comme d'un jeune homme chaleureux et amical, et c'est cette attitude qui lui valut de nombreux amis durant sa scolarité. Mais quelque chose se passa pendant ces années scolaires qui eut un effet profond sur Ocampo. L'attaque des tours jumelles de New York en septembre de 2001. Après ce qui s'avéra être l'une des attaques terroristes les plus dévastatrices de l'histoire mondiale, les amis d'Ocampo notèrent un changement distinctif dans sa personnalité. Il devint sombre et mélancolique, développant un intérêt intense pour la politique du Parti républicain et, en particulier, pour les politiques étrangères de l'époque du président George W. Bush. C'est aussi à ce moment-là qu'Ocampo devint la victime d'une intense campagne de harcèlement de la part de ce que ses amis décrivirent plus tard comme un groupe de garçons riches et sportifs. Il n'est pas clair si cela a influencé sa décision de rejoindre les marines des États-Unis, mais nous savons qu'en juillet de 2006, il était stationné à Camp Pendleton, à Oceanside, où il était affecté au régiment du bataillon médical et sanitaire numéro 15. En 2008, Ocampo fut envoyé en Irak avec le 1er bataillon des approvisionnements, mais il est évident qu'il ne vit pas de combat pendant ces 8 mois dans le pays. Son travail consistait à transporter de l'eau et du carburant aux soldats de combat les plus avancés sur le terrain. Et bien qu'il ait certainement affronté tous les dangers liés à une insurrection active, Ocampo n'a jamais été sous le feu. Nous savons également qu'à un moment donné durant son service, un incident se produisit où Ocampo pointa une arme chargée sur un soldat allié, bien qu'il ne soit pas clair de quelle nationalité était ce soldat. Ocampo fut sévèrement puni pour son indiscrétion. Il fut rétrogradé, son salaire fut réduit et il reçut des tâches supplémentaires en guise de pénitence. Malgré cet épisode préoccupant, Ocampo reçut néanmoins toutes les distinctions appropriées pour son service, y compris la médaille de campagne en Irak, la médaille du service dans la guerre mondiale contre le terrorisme et la médaille de service de défense nationale. Ses supérieurs virent apparemment son accès de colère comme une partie malheureuse mais inévitable du service dans une zone de guerre active. Ocampo était stressé, agit de manière incorrecte, mais ne blessa personne et accepta sa punition comme un homme. Cependant, il semble que son comportement ultérieur soit mieux expliqué par un événement survenu aux États-Unis. Après son retour à Camp Pendleton, Ocampo subit une lésion cérébrale traumatique lorsque la porte de son véhicule militaire ne fut pas correctement verrouillée et se referma sur sa tête. Il fut mis en congé médical au pire moment possible, juste lorsque les États-Unis entraient en récession. Ocampo eut du mal à trouver du travail, se contentant finalement de petits boulots mal payés comme paysagiste, alors que sa vie s'effondrait autour de lui. Il découvrit que son père était toxicomane, ce qui provoqua le divorce de sa mère. Ils perdirent également leur maison à cause de cette addiction, et la douleur que cela a dû causer à Ocampo est franchement incommensurable. Vers juillet de 2010, Ocampo commença à montrer des signes de troubles de stress post-traumatique complexe qui se manifestèrent pour la première fois lorsqu'il commença à afficher ce que nous pourrions appeler un comportement déviant. Un facteur clé dans la détérioration de son état mental fut la mort de son ami proche, Patino, qui mourut au combat dans la province de Helmand, en Afghanistan, durant l'été de 2010. Après la mort de son ami, Ocampo tomba dans une profonde dépression et devint de plus en plus dépendant de l'alcool durant les 2 années suivantes. Incapable de s'adapter à une vie normale ou de maintenir un emploi, il dépendait des revenus de ses proches et refusait de recevoir un traitement psychiatrique, insistant sur le fait qu'il n'était pas qualifié pour être diagnostiqué avec un trouble de stress post-traumatique car il n'avait pas combattu sur le front. À la fin de 2011, son état mental s'était détérioré rapidement, au point de développer une hypocondrie et de montrer des signes de délirium clinique. Alors, le 25 octobre 2011, Ocampo apparut soudainement à la porte de son ancien camarade de classe de l'école secondaire, Eder Herrera, âgé de 24 ans. Eder vivait avec sa mère Raquel, âgée de 53 ans, et son frère aîné Juan, qui était également présent lorsque Ocampo se jeta sur eux, poignardant Raquel et Juan plus de 30 fois chacun. Les voisins des Herrera furent témoins des meurtres, fournissant à la police une description de l'agresseur et de ses vêtements, mais en raison de la similitude physique entre Eder et Ocampo, le désespéré Eder fut arrêté dans une démonstration choquante de négligence policière.
Malgré le fait qu'il nia toute implication dans les meurtres de sa mère et de son frère, il fut considéré comme le principal suspect lorsque l'on découvrit qu'avant le crime, il avait eu une sorte d'altercation verbale avec eux, selon une déclaration des voisins. Près de 2 mois plus tard, dans la nuit du 21 décembre, Ocampo errait dans le parking d'un centre commercial à Placencia lorsqu'il attaqua soudainement James McGillivray, un sans-abri de 53 ans. L'exécution brutale de McGillivray par poignardage fut enregistrée par des caméras de sécurité et la police parvint à publier un portrait robot du meurtrier dans l'espoir d'arrêter la série de meurtres d'Ocampo. Mais une semaine plus tard, Ocampo commet un autre meurtre, cette fois la victime étant Lloyd Meadow, un sans-abri de 42 ans qui passait la plupart de son temps sous un pont traversant la rivière Santa Ana à Anaheim. Meadow, tout comme McGillivray, fut retrouvé poignardé presque 60 fois, comme si le meurtrier était entré dans une sorte de frénésie dont il avait du mal à sortir. 2 jours plus tard, Ocampo tua un autre sans-abri, poignardant l'homme de 57 ans, Paulus Smith, plus de 50 fois avant d'abandonner son corps dans le parking d'une bibliothèque publique à Yorba Linda. Et lorsque Ocampo tua pour la 4e fois, les nouvelles sur les meurtres de sans-abri dans le comté d'Orange commencèrent à se répandre comme une traînée de poudre dans les médias locaux et nationaux. Début janvier 2012, plusieurs journaux publièrent une série d'articles sur l'enquête des meurtres. L'un d'eux, dans le Los Angeles Times, incluait une interview avec John Barry, un vétéran de la guerre du Vietnam de 64 ans, qui parla négativement du criminel et exhorta les potentielles victimes à être les plus prudentes possibles pour éviter de devenir la prochaine victime. Les mots de Barry signèrent son arrêt de mort et en conséquence, Ocampo se rendit à Anaheim pour commencer à traquer Barry. La nuit suivante, Ocampo trouva Barry près d'un Carl's Jr. à Anaheim et après avoir attendu le moment propice pour attaquer, il le poignarda devant des dizaines de témoins fuyant à pied après l'avoir tué. Ces témoins, évidemment, appelèrent rapidement le 911 et Ocampo fut arrêté alors qu'il tentait de se débarrasser de ses vêtements ensanglantés à seulement quelques centaines de mètres de la scène du crime. La police saisit une lame en acier inoxydable de 18 cm qui était imbibée du sang de John Barry. Les détectives des homicides découvrirent ensuite que l'arme du crime correspondait à celle utilisée dans les meurtres des 3 autres sans-abri et Ocampo fut confirmé comme le tueur de sans-abri du comté d'Orange. Ce n'est que plus tard que les meurtres de la mère et du frère de son ami furent reliés à sa frénésie meurtrière. Après avoir appris cette cruauté, le procureur du comté d'Orange, Tony Rockakis, confirma qu'il chercherait la peine de mort lors du prochain procès d'Ocampo. Le procès d'Ocampo était prévu pour commencer le 17 janvier de 2014, mais dans la nuit du 27 novembre de 2013, Ocampo réussit d'une manière ou d'une autre à obtenir une bouteille d'Ajax et fut trouvé mort après avoir ingéré tout le contenu. Ce fut la sortie d'un lâche, une façon de conserver la dignité qu'il avait refusée à tant d'autres dans sa vie brève mais tumultueuse. Itsukoto Ocampo était-il maléfique? Ou était-il le produit d'une société brisée, souffrant dans son propre enfer personnel, et qui trouva dans le meurtre son unique moyen de se venger d'un système auquel il avait autrefois eu tant de foi? Mon nom est Ali, j'ai 33 ans, et de mes 19 ans à mes 23 ans, j'étais accro à l'héroïne. Comment je suis devenu accro est une histoire en soi, mais j'en ai une meilleure à raconter ici, et c'est comment j'ai réussi à m'en sortir. Je dis que c'est une meilleure histoire, mais ce n'est pas pour autant une bonne histoire. En fait, elle est assez horrifiante, mais c'était ce dont j'avais besoin pour arrêter les drogues. Je suppose qu'il y a toujours un côté positif. Eh bien, environ 18 mois après le début de mon addiction, j'ai été expulsé de mon appartement et ma famille ne voulait plus rien savoir de moi. Je ne peux pas les blâmer. Alors, j'ai fini dans la rue. J'avais 21 ans, je mesurais 1,57 m et je pesais 50 kg trempés. Donc, comme tu peux l'imaginer, j'étais assez vulnérable. Je pense que j'aurais eu encore plus peur si je n'avais pas été constamment concentré sur l'obtention de drogue. Obtenir de la drogue, pas ce que tu sais déjà. Comme tu peux l'imaginer, la vie pour une jeune femme dans les rues n'est pas facile. Et, mon Dieu, qu'elle est terrifiante. La première chose que tu apprends, c'est que tu as besoin de protection, essentiellement. Et en tant que féministe, je déteste le dire, mais tu as besoin d'un homme. Maintenant, j'ai eu de la chance. La plupart des filles n'ont pas d'autre option, mais par hasard, je me suis retrouvé avec un gars qui avait été accro à peu près au même moment que moi, il avait juste quelques années de plus.
Nous étions ensemble non seulement pour rendre plus facile l'obtention de drogue, mais nous nous apprécions réellement. Et après un certain temps, je dirais que nous sommes tombés amoureux. Nous avons passé les 2 années suivantes ensemble, simplement à essayer de survivre, essayant parfois d'arrêter la drogue et faisant face à toutes les difficultés que ce mode de vie apportait. Ensemble, c'était ce qui comptait. C'était la seule chose qui comptait. Je ne peux pas écrire son nom pour plusieurs raisons, et tu comprendras bientôt la principale. Donc, ce gars ferait n'importe quoi pour me protéger, et je veux dire n'importe quoi. Il a volé pour moi, a blessé des gens pour moi, mais seulement quand j'avais besoin d'être défendu. Nous étions tout l'un pour l'autre, et quand il a passé 3 mois en prison, c'était sa 3e infraction pour vol, il m'a manqué comme je n'avais jamais manqué personne, pas même ma famille. J'aimerais dire que j'ai pu me débrouiller sans lui, mais ce n'était pas le cas, et quand il est finalement sorti, j'ai littéralement pleuré de joie. J'étais si heureuse de le voir. Les policiers l'ont obligé à se nettoyer en prison, et la première chose qu'il voulait faire en sortant était de se droguer à nouveau. Heureusement, j'avais prévu une petite fête de bienvenue à l'avance, qui consistait en rien d'autre qu'un sachet de 10 d'héroïne. Donc, nous avons rapidement trouvé un endroit sûr et tranquille pour nous détendre, et nous avons commencé à nous préparer. Lui est allé le premier, puis j'ai injecté la 2e moitié de la seringue, et nous nous sommes endormis dans les bras l'un de l'autre, quelque chose que je manquais tant que j'ai à peine les mots pour le décrire. La dernière chose dont je me souviens, c'est qu'il essayait de s'éloigner de moi, et je pensais qu'il allait aux toilettes ou quelque chose comme ça. Il me manquait tellement que la seule chose dont je me souviens est de tirer sur sa manche, sans vouloir le laisser partir. J'avais attendu des mois pour ce câlin, et il pouvait attendre 1 minute de plus. Juste 1 minute de plus. La prochaine chose que j'ai su, c'est que j'ai ouvert les yeux et je pouvais encore sentir son bras autour de moi. Tu sais, quand tu viens de te réveiller et que tu as l'impression de ne pas être complètement consciente encore. C'est 1000 fois pire quand tu es drogué. C'était comme qui est-ce pendant un instant, avant de me souvenir que mon homme était parti. Alors naturellement, j'ai ressenti cette chaleur réconfortante. Je me suis blotti contre lui à nouveau et j'ai serré son bras autour de moi. Ensuite, j'ai cherché sa main pour entrelacer mes doigts avec les siens, comme il aimait toujours. Et elle était froide. Pas seulement froide comme en octobre à Chicago, froide de « j'ai besoin d'une paire de gants ». Froide comme une pierre. Le genre de froid qui m'a fait réaliser que quelque chose n'allait terriblement pas. Je suis sorti en trombe de dessous lui, me suis retourné, j'ai essayé de le secouer pour le réveiller, mais ça n'a servi à rien. Je me souviens avoir crié si fort que j'ai vomi, et ça a fait venir quelqu'un en courant pour voir ce qui se passait. Après cela, je ne suis pas sûr combien de temps s'est écoulé avant que la police et les ambulanciers arrivent, et j'ai dû répondre à 1 tonne de questions. C'était une overdose, si tu te le demandais. Il avait simplement injecté un peu trop après avoir été propre pendant quelques mois, et sa tolérance était tombée tellement que... Oui, son corps n'a tout simplement pas supporté. Le pire, c'est que, alors qu'il faisait une overdose, il a clairement essayé de s'éloigner pour chercher de l'aide ou quelque chose. C'est probablement ce que j'ai ressenti quand il me tirait. 1 minute après, il a dû perdre connaissance, tout en étant moi blotti confortablement dans ses bras. J'ai dormi avec son cadavre pendant peut-être 5 ou 6 heures, et c'est quelque chose auquel je pense encore, généralement au moins 1 fois par jour. Je pense à mon addiction, à combien je suis reconnaissante d'être propre, et c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Je ne peux pas écrire son nom parce que ça me détruit de l'intérieur. C'est la chose la plus douloureuse pour moi, alors s'il te plaît, pardonne-moi si j'omets un détail aussi évident. Je ne peux pas écrire son nom parce que, bien que nous étions accros, je l'aimais de tout mon cœur. Je l'aimais, et d'une certaine manière, je sens que je l'ai tué. Il était propre. C'est moi qui ai apporté la dose qui l'a tué. C'est ma faute, c'est totalement ma faute, et c'est quelque chose que je ne surmonterai jamais. Pas toutes les personnes sont mauvaises, et c'est quelque chose que j'ai découvert de la manière la plus douloureuse. Tout au long de ma vie, j'avais toujours entendu dire que les personnes de faibles ressources pouvaient être dangereuses, que les gens qui vivent dans la rue sont méfiants, agressifs, ou tout simplement qu'il ne faut pas s'approcher d'eux. Mais avec le temps, j'ai appris que, parfois, ce sont les personnes qui ont le moins qui gardent la plus grande bonté dans leur cœur. Peut-être parce qu'elles ont expérimenté le pire de la vie, ou parce qu'elles savent ce que cela signifie de ne rien avoir.
Voici l'histoire de comment j'ai rencontré quelqu'un qui vivait dans la rue et comment cette personne a fini par me sauver la vie, au prix de la sienne. Il y a quelques années, je travaillais dans un magasin en libre-service, de nuit, juste en périphérie de la ville. Ce n'était pas le travail de mes rêves, mais cela me permettait de payer les factures et de rester à flot tout en essayant de trouver quelque chose de mieux. Le quartier où je vivais n'était pas le pire, mais pas non plus le meilleur. Les rues étaient sombres et vides la nuit, et bien que la distance entre mon travail et ma maison ne fût pas très longue, le trajet me faisait toujours me sentir vulnérable. Au début, je veillais à rester alerte en tout temps, marchant rapidement et regardant partout autour de moi. J'avais peur que quelque chose m'arrive, même si rien de particulier ne s'était jamais produit dans ce tronçon. Mais quand on est une jeune femme seule, il y a toujours ce sentiment constant de danger, cette paranoïa que quelqu'un pourrait vous suivre ou vous attaquer. Une nuit, alors que je rentrais chez moi comme d'habitude, je le vis pour la première fois. C'était un homme plus âgé, probablement autour de 50 ans, avec les cheveux et la barbe en désordre, portant des vêtements usés et sales. Il était assis sur un banc près d'un coin sombre, avec un regard perdu dans le vide. La première chose que j'ai ressentie fut une alerte. Mon instinct me criait de m'éloigner, de traverser la rue pour l'éviter, comme le faisaient la plupart des gens lorsqu'ils voyaient quelqu'un dans sa situation. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi, mais il y avait quelque chose en lui qui ne m'inspirait pas peur. Il ne semblait pas être une menace. Cette nuit-là, nous avons seulement échangé un regard rapide, et je poursuivis mon chemin hâtivement. Mais au fil des jours, je remarquai qu'il était toujours là, au même endroit. Peu importe l'heure à laquelle se terminait mon service, il était assis sur ce banc, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Après une semaine, je décidai de cesser de l'ignorer. Non pas parce que je ressentais le besoin de sa compagnie, mais parce qu'au fond, il me faisait de la peine. Personne ne devrait vivre dans la rue, surtout pas une personne de son âge. Alors une nuit, lorsque j'étais sur le point de passer devant lui, je m'arrêtai, ouvris mon sac et sortis le café chaud que j'avais acheté avant de quitter le travail. « Voudrais-tu un peu de café ?» lui demandai-je en lui tendant la tasse. Pendant un moment, je pensais qu'il ne répondrait pas, mais il leva ensuite les yeux, avec un regard de surprise et de gratitude dans ses yeux fatigués. « Merci », fut tout ce qu'il dit en prenant la tasse avec des mains tremblantes. Ce fut notre première interaction, et depuis lors, quelque chose changea entre nous. Chaque nuit, lorsque je passais par ce coin, il m'accompagnait sur le chemin du retour. Il ne me demandait jamais rien, mais j'avais l'habitude de lui apporter quelque chose à manger, et au fond, je sentais que nous nous tenions compagnie. Sa présence me donnait un sentiment de sécurité. Bien que sa vie fût brisée, il y avait une dignité en lui qui ne cessait de m'étonner. Pendant des mois, cette routine se poursuivit. Parfois nous parlions, mais la plupart des nuits, nous marchions en silence. Il me racontait un peu de sa vie. Il avait été ouvrier, travaillait dans la construction, mais après avoir perdu son travail, tout était devenu difficile. Il avait été expulsé de chez lui, et sa famille, apparemment, s'était éloignée. Chaque fois qu'il abordait ces sujets, sa voix devenait fragile, et je ne voulais pas en savoir plus, donc je n'insistais jamais. Bien que je ne le connaissais pas en profondeur, il était devenu quelqu'un que j'appréciais vraiment. Il n'était pas seulement l'homme de la rue, il était mon ami. Mais tout changea une nuit d'automne, une de ces nuits froides où le vent coupe la peau et où la ville semble encore plus désolée. Je me souviens que je me sentais inquiète depuis que je suis sortie du travail. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose qui me faisait sentir que cette nuit ne serait pas comme les autres. Quand je le vis m'attendre sur son banc habituel, je me sentis soulagé. Au moins, je savais que je ne marcherais pas seul jusqu'à chez moi. Nous commençâmes notre trajet comme d'habitude, en silence, avec le craquement des feuilles sous nos pieds et le vent murmurant à travers les arbres dénudés. La plupart des lumières de la rue étaient éteintes, ce qui rendait l'atmosphère encore plus inquiétante. En tournant dans un des coins les plus sombres du trajet, je vis quelque chose qui me fit dresser les poils. Une camionnette noire, stationnée au milieu de la rue, avec les feux éteints. Je m'arrêtai une seconde. Il n'était pas habituel de voir des véhicules dans cette zone à cette heure-là. Mon ami s'arrêta aussi, me regardant avec un froncement de sourcils, comme s'il ressentait aussi que quelque chose n'allait pas. Juste au moment où je m'apprêtais à suggérer de traverser la rue, les feux de la camionnette s'allumèrent brusquement, nous éblouissant momentanément.
Le bruit du moteur rugit alors qu'une des portes s'ouvrit et un homme se précipita vers moi. La terreur me paralysa une seconde. L'homme ne dit pas un mot, mais son intention était claire. Il se jeta sur moi, m'attrapant le bras avec une force brutale et commença à me traîner vers la camionnette. Je criais de toutes mes forces, mais à ce moment-là, j'avais l'impression que ma voix ne portait nulle part. J'étais seul. J'étais perdu. C'est alors que mon ami intervint. Comme si un instinct qu'il ne savait pas qu'il avait s'était activé, il courut vers l'homme qui me tenait et le repoussa avec une force que je ne croyais possible chez quelqu'un de son âge. L'attaquant recula, surpris, mais pas pour longtemps. Un deuxième homme sortit de la camionnette et les deux se jetèrent sur mon ami. Ce fut un combat inégal. Mon ami, avec son corps usé par les années et la vie dans la rue, ne pouvait pas rivaliser avec deux hommes plus jeunes et plus forts. Mais il ne se rendit pas. Il continua de se battre, essayant de me protéger. Et alors, le son qui marqua la nuit résonna dans l'air. 3 coups de feu, 3 bruits secs et percutants qui déchirèrent l'obscurité. Je vis mon ami tomber au sol, son corps tordu sur le pavé, tandis que les hommes montaient rapidement dans la camionnette et s'éloignaient à toute vitesse. Je m'agenouillais à ses côtés, tremblante, pleurant, criant son nom. Je le secouais, suppliant qu'il ouvre les yeux, mais son corps était déjà froid. Je ne pouvais pas sentir le pouls à son poignet. Le sang coulait des blessures, imbibant ses vêtements. Je me sentis impuissante. C'était la première fois de ma vie que je voyais quelqu'un mourir devant mes yeux et le sentiment de désespoir me paralysa. Quelqu'un a dû entendre les coups de feu, car peu après, la police et les ambulanciers arrivèrent. Ils me posèrent des questions, mais mes réponses étaient vagues, comme si je ne pouvais pas traiter ce qui venait de se passer. Ils me ramenèrent chez moi, mais cette nuit-là, je ne pus dormir. Je restais assise sur le canapé, me tenant moi-même, essayant de calmer les sanglots qui secouaient ma poitrine. J'avais vu mourir mon ami. Cet homme qui m'avait toujours protégé, qui avait été mon compagnon silencieux lors de mes promenades nocturnes, n'était plus là. Le lendemain matin, je retournai à l'endroit où tout s'était passé. Je voulais savoir ce qui était advenu de lui, s'il avait survécu d'une manière ou d'une autre. Je m'approchai d'une voisine que j'avais l'habitude de voir par la fenêtre et lui demandai si elle savait quelque chose. Avec un regard sombre, elle me dit qu'il était décédé cette même nuit. Son corps était avec les experts judiciaires et ils essayaient de faire une autopsie pour attraper les hommes qui l'avaient tué. Je sentis que mon monde s'effondrait. Mon ami, l'homme qui avait donné sa vie pour me protéger, n'était plus là. Il n'avait pas de famille, personne pour organiser des funérailles pour lui. C'est alors que je décidai de le faire. Peu importait que je ne le connaissais pas en profondeur, ou que notre amitié ait été si inhabituelle. Il méritait une adieu digne. J'ai obtenu l'autorisation nécessaire et organisé un petit enterrement en son honneur. Ce ne fut ni grand ni luxueux, mais c'était le minimum que je pouvais faire pour quelqu'un qui avait sacrifié sa vie pour sauver la mienne. J'ai pleuré pendant tout le service, mais dans mon cœur, je savais que je faisais ce qu'il fallait. Chaque larme que je versais était un rappel du courage de mon ami, de son sacrifice, de tout ce qu'il avait fait pour moi sans rien demander en retour. Il était devenu mon protecteur, quelqu'un en qui j'avais une confiance aveugle, et le moins que je pouvais faire était de m'assurer que ses adieux soient dignes de lui. Les funérailles furent simples, seulement quelques personnes. La plupart étaient des voisins de la zone qu'il avait vu errer dans les rues, et certains, comme moi, ressentaient une sorte de connexion avec lui, même s'ils n'avaient échangé que quelques mots. Il y avait un prêtre qui accepta d'officier le service sans rien demander en échange. Il parle de la vie dans la rue, de comment certains des plus malchanceux étaient ceux qui nous enseignaient réellement ce que signifiait la bonté et le sacrifice. En écoutant ces mots, je ne pouvais m'empêcher de me souvenir de chaque petit geste de gentillesse que mon ami avait montré. La façon dont, malgré ses propres difficultés, il ne m'avait jamais rien demandé. La façon dont, sans le dire, il me protégeait chaque nuit, marchant à mes côtés en silence, s'assurant que j'arrive chez moi saine et sauve. Et enfin, le plus grand sacrifice de tous, donner sa vie pour sauver la mienne. Après les funérailles, je marchais seul jusqu'au lieu où tout s'était passé. Je restais debout dans ce coin sombre où la camionnette avait été stationnée et ressentis un mélange d'émotions que je ne savais pas comment gérer. J'étais en colère, terrifiée, dévastée et aussi incroyablement reconnaissante. Si ce n'avait été pour lui, je ne serais pas là à raconter cette histoire. J'aurais été entraîné dans cette camionnette et Dieu sait ce qui m'aurait arrivé. Mais malgré la gratitude, il y avait quelque chose qui me tourmentait,
le poids de la culpabilité. Je ne pouvais m'empêcher de penser que, d'une certaine manière, tout cela était de ma faute. Si je n'avais pas été là, si je n'avais pas emprunté cette rue cette nuit-là, il serait encore en vie. Si je ne lui avais pas fait confiance pour me protéger, peut-être qu'il n'aurait pas ressenti le besoin d'intervenir, de se confronter à ces hommes qui lui avaient pris la vie si facilement. Pendant des semaines, ces pensées me poursuivirent. Je me réveillais au milieu de la nuit, entendant les coups de feu, ressentant le froid de son corps quand j'avais essayé de le ranimer. Je rêvais de son visage, de ses yeux se fermant lentement, tandis que la vie se retirait de son corps. Je me sentais prise dans un cauchemar qui ne pouvait pas se terminer. J'ai essayé de continuer, de reprendre ma routine, mais tout me rappelait lui. Marcher dans ces mêmes rues me remplissait de terreur. Chaque coin sombre, chaque bruit dans la nuit, me faisait revivre ces moments encore et encore. J'ai même quitté mon travail à la supérette. Je ne pouvais supporter l'idée de marcher seul la nuit, de passer par ce même endroit une fois de plus. Il y avait des nuits où je me demandais si je réussirais un jour à laisser derrière moi ce qui s'était passé. Si un jour je pourrais me souvenir de mon ami sans sentir ce nœud dans l'estomac, cette culpabilité qui me consumait lentement. Je savais, au fond de moi, que je n'étais pas responsable de sa mort. Qu'il avait pris la décision de me défendre, qu'il avait fait ce qu'un bon ami ferait. Mais cela ne rendait pas l'acceptation plus facile. Un jour, des semaines après les funérailles, je reçus un appel inattendu. C'était la police. Ils avaient arrêté 2 hommes correspondant à la description des attaquants de cette nuit-là. Ils avaient trouvé la camionnette et grâce aux caméras de sécurité de quelques commerces voisins, avaient pu suivre leur parcours. Ils me demandèrent de venir au commissariat pour identifier les suspects. Je me souviens d'avoir marché vers le commissariat avec un sentiment de vide dans la poitrine. Une partie de moi ne voulait pas affronter ces hommes, ne voulait pas les voir en face, mais une autre partie de moi avait besoin de justice. J'avais besoin de savoir qu'ils ne s'en tireraient pas, qu'ils ne feraient plus de mal à personne d'autre. Lorsque j'arrivai, on me conduisit dans une pièce avec un miroir sans teint. De l'autre côté se trouvaient les 2 hommes. Je les reconnus immédiatement. Leurs visages étaient exactement comme je les avais mémorisés, froids, impitoyables, indifférents à la vie qu'ils avaient arrachée. Je serrai les poings et retins mes larmes. Je savais que, bien que justice soit faite, rien ne ramènerait mon ami. Mais au moins, savoir que ces hommes paieraient pour ce qu'ils avaient fait me donna un petit réconfort. Après ce jour-là, je commençais à remarquer que quelque chose en moi avait changé. Je ne ressentais plus la même culpabilité. Mon ami avait fait ce qu'il avait fait parce qu'il m'appréciait, parce qu'il se souciait de moi. Et, bien que son sacrifice ait été douloureux, je compris que ce n'était pas ma faute. Il n'y avait rien que j'aurais pu faire pour changer ce qui s'était passé. La vie continua d'avancer, mais je ne l'oubliais jamais. Parfois, en passant devant ce banc où il avait l'habitude de s'asseoir, je m'arrêtais un moment et lui envoyais une pensée de gratitude. Je savais que, où qu'il soit, il continuait de veiller sur moi d'une certaine manière. La vie dans les rues est dure, mais parfois, dans les endroits les plus inattendus, on rencontre des personnes qui laissent une empreinte indélébile dans votre cœur. La bonté ne vient pas toujours de ceux qui ont tout dans la vie. Parfois, elle vient de ceux qui n'ont rien, mais qui sont prêts à tout donner pour protéger quelqu'un d'autre. Mon ami était une de ces personnes, et bien que sa vie ait été interrompue par un acte de violence sans raison, sa mémoire reste vivante en moi. Et chaque fois que je pense à lui, je sais que son sacrifice n'a pas été vain.